Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au menu du forum de la presse de ce vendredi, 3 sujets. Le premier, c'est un document au centre de tous les débats à Bamako et dans d'autres villes maliennes. Il s'agit du document qui aurait sanctionné la récente visite du ministre néerlandais des Affaires étrangères au Mali, Bert Koender. Les échanges avaient porté sur l'immigration. Le second sujet se rapporte aux difficultés constatées dans la matérialisation du MOC. Le MOC, comme c'est le mécanisme opérationnel conjoint à Gao. Le dernier sujet que nous allons donc aborder au cours de ce débat se rapporte à la plénière en cours à l'Assemblée nationale, plénière au cours de laquelle la commission d'enquête parlementaire a recommandé dans ses premières conclusions des poursuites contre l'ancien Premier ministre Moussa Mara et le chef d'état-major de l'armée au moment de la visite de M. Mara à Kidal, le général Maman Touré. Pour débattre de ces trois questions, nous recevons dans ce studio, quatre journalistes, disons. Le premier s'appelle Boubacar Paintao, il est du journal L'Indépendant. Le second s'appelle donc Boubacar Yalkouye, qui est du journal Les Pays, est attendu d'un moment à l'autre dans ce studio. Cheikh Amadou Diouara, il est journaliste indépendant, lui aussi. Le quatrième intervenant est en ligne, il s'appelle Paul Ben, il est lui aussi journaliste indépendant. À la présentation, Seydou Fomba. Le grand dialogue. Bienvenue à toutes et à tous. Le sujet est sur toutes les lèvres dans les rues de Bamako et il fait l'objet de toutes sortes de commentaires. Le sujet n'est autre que les documents issus de la visite entreprise il y a moins d'une semaine par le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas au Mali. Alors, côté européen, on parle d'accord qui a donc été signé, un accord sans précédent qui a été signé sur l'immigration. Côté malien, on évoque plutôt un accord de principe. En tout cas, le contenu du document, du communiqué qui aurait sanctionné la visite semble ne pas plaire à plus d'un Malien. Votre lecture des débats qui suscitent ces dossiers. Nous commençons par vous, Boubacar Paintao de l'Indépendant. Je remercie Sidjo Tamani pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Je crois le document. Bon, moi, de mon point de vue, quelle qu'en soit la lecture ou encore la nomenclature, peut-être le nom qu'on va donner au document, c'est un accord de principe, ça veut dire que l'État est d'accord avec ce qui est écrit là-dedans. Maintenant, ce que moi je déplore dans tout ça, c'est qu'il est temps que nos dirigeants apprennent à respecter le peuple. C'est-à-dire qu'on n'est pas des gamins. Nous savons tous lire entre les lignes, nous avons tous été à l'école. Je crois que pour des trucs comme ça, pour des situations de ce genre, il est mieux que les plus hautes autorités s'assument. Voilà, nous on a signé. Et voilà ce qu'on veut à partir de la signature de ce document. Voilà les raisons qui nous ont poussés à signer. Mais moi je pense que c'est très normal que de signer un document le lendemain. Mais imaginez, aujourd'hui, l'Union européenne au moins a un engagement officiel, même si c'est un communiqué conjoint, un accord de principe, peu importe le nom qu'on va donner, le Mali s'est engagé. C'est-à-dire que c'est le premier document officiel que l'Union européenne a pu obtenir des autorités maliennes. Le Mali s'engage en signant, mais s'il ne l'a pas signé. Mais il a signé le communiqué conjoint, mais c'est-à-dire que le langage diplomatique, c'est très clair. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, c'est-à-dire qu'après la rencontre, le communiqué conjoint est rédigé par la partie qui reçoit, c'est-à-dire le Mali. Maintenant, il va de soi que le contenu, il ne peut pas contester le contenu. Il faut qu'on soit clair. Maintenant, qu'ils s'assument, qu'ils disent qu'effectivement, nous avons signé, voilà les raisons pour lesquelles on a signé. Bon, maintenant, l'autre chose que moi je déplore, c'est que ces Maliens, ce sont nos compatriotes, ils sont partis, ils n'ont pas avisé le gouvernement. Le gouvernement n'était pas au courant au moment où il partait. Le gouvernement n'a pas signé un document pour les réadimensions. C'est ça que moi je ne comprends pas. Parce qu'aujourd'hui, on est tous conscients que le chômage
depuis l'avènement du régime Ibeka, on a dit les 200 000 emplois. Où sont les 200 000 emplois? Il n'y en a pas. Maintenant, ceux-là qui au moins ont eu le courage ou la chance d'aller en Europe, vous allez signer un document pour les expatrier. Moi, je ne comprends pas. Alors, Boubacar Yalkoué du pays, on voit qu'il y a quand même assez de controverses autour de cette question. Comment est-ce que vous expliquez cela voilà. Oui, au fait, par rapport à cet accord, comme on appelle ce document, moi je pense que le gouvernement a quand même joué un peu d'amateurisme par rapport à ce document qui est source de polémique aujourd'hui. Parce que pour quiconque connaît un peu la situation quand même de l'immigration, tout le monde sait que c'est une question quand même qui est très très sensible. Et par rapport à ça également, quand on essaie de voir un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, la crise, l'État devait tout faire vraiment pour ne même pas parler de cette situation au moment où nous nous trouvons. Nous avons trop de problèmes. Nous devons chercher les voies et moyens pour pouvoir quand même résoudre cette situation qui demeure jusqu'à preuve du contraire et qui est vraiment une situation très très délicate. Et l'État connaît, les autorités maliennes savent que quand on parlera également de cette question d'immigration, ça va être une source de soulèvement. Ça va être une source, quelle qu'en soit la forme, puisque l'Union européenne, aujourd'hui, sa position n'est autre chose que de chercher vraiment à mettre fin à cette immigration-là, ou de chercher un moyen à vraiment faire partir ceux qui sont là-bas. Donc vous voulez vraiment expliquer que c'est une situation très délicate et que les autorités ont badiné un peu là-dessus? Mais effectivement, c'est ça. Et vous avez vu que juste après le communiqué conjoint, pratiquement presque tous les grands journaux occidentaux, surtout de l'Europe, se sont quand même saisis de la situation. Et ils l'ont considéré, ou bien ils l'ont traité comme un accord en tant que tel. Mais moi, je pense que l'État a vraiment joué n'a pas du tout été responsable par rapport à comment on appelle ça, à cette question aussi sensible comme l'immigration en tant que telle. Nous allons joindre Paul Ben, qui est lui, à ce que je sache, il est à Gao. Paul Ben, vous nous recevez? Oui, je vous recevais. Voilà. Alors, dites-nous, Paul Ben, ce document, on le dit, à Bamako, ici, on en parle toutes les heures, un peu partout, à travers les rues. À Gao, est-ce que c'est pareil? Oui, bien sûr, à Gao, le document est en train d'être commenté parce que vous savez que Gao, c'est un peu la plaque tournante du départ vers l'Europe au Mali. Avec sa sœur jumelle Agadez, c'est un peu les deux points sensibles où les migrants passent. Actuellement, je suis à Gao, j'ai rencontré il y a quelques jours certains passeurs en off. J'ai eu à visiter certains ghettos qui sont pleins de volontaires pour le départ en Europe. Et moi, je crois que, je l'ai dit aujourd'hui à un confrère allemand qui m'a appelé, j'ai dit que rien ne peut arrêter la migration clandestine parce que c'est un gros business dans lequel l'Europe aussi y gagne. Parce que je l'ai rappelé sur vos ordres il y a quelques mois, nous avons vu cet éléphant blanc qu'on a appelé le CIGEM, un projet financé à des dizaines de millions d'euros et qui était un épée dans l'eau, ça n'a apporté à rien. Aujourd'hui, l'Europe fait sa propre publicité en félicitant le président Tanja au Niger pour avoir diminué le nombre de partants en Europe. Et c'est faux, hein. Moi j'étais l'année dernière à Agadez. Cette année, j'ai échangé avec les journalistes avec qui je travaille souvent au Niger. Ils me disent que c'est tout juste une petite publicité pour les Européens afin que leur population dise que bon, on ne donne pas l'argent pour rien. Alors, Paul Ben, on va donc revenir. Voilà, on revient donc au document. On l'appelle tantôt un accord, on l'appelle un accord signé, tantôt on l'appelle accord de principe. Dans tous les cas, je voudrais savoir, est-ce qu'à Gao, à quoi on croit? C'est un document qui a été signé par les autorités maliennes? Paul Ben? Oui, je vous entends. Alors, nous vous écoutons donc.
Donc, vous dites que le document a été signé sans le consentement. Qu'est-ce qu'on croit, Gao? On pense que ce n'est pas un accord de principe, c'est plutôt un document signé. Je veux savoir l'avis des habitants de Gao de façon générale sur la question. Oui, mais bien sûr, ça ce n'est pas une première fois. Il fallait quand même consulter le peuple malien qui est là et dont les enfants, les frères, les sœurs, les mamans souvent se déplacent pour aller chercher un mieux vivre ailleurs. Il fallait partager ce document d'abord avec l'Assemblée nationale qui représente le peuple, les élus nationaux, afin qu'il soit signé. Mais il a été fait de façon unilatérale, comme cela a été fait au temps d'ATT. C'est pour. Je comprends, le gouvernement veut avoir les millions d'euros que le Niger a, mais je ne crois pas que cet argent-là puisse être pour le développement du Mali ou pour essayer de stopper les gens qui veulent aller à l'extérieur. Aujourd'hui, on a un problème d'emploi. Ça, c'est le premier problème auquel les jeunes sont confrontés. Tant que le gouvernement malien ne règle pas ce problème, même si l'euro amène des milliards au Mali, moi, je crois que ça ne va pas s'arrêter. On va vous retrouver dans un instant, Paul Ben. Nous retournons donc ici, dans ce studio, pour retrouver cette fois-ci Boubacar Paintao de l'Indépendant. Alors, M. Paintao, vous le savez autant que moi que le ministre, le porte-parole quand même du gouvernement, est monté au créneau. Il a donné des explications pour tenter certainement d'apaiser les esprits en faisant savoir qu'il ne s'agit nullement d'un accord signé. Alors, mais c'est vrai qu'avec sur le net, il y a les copies du communiqué final, dont celle de l'AFP. Ces copies ne vont pas dans le sens de ce que dit en tout cas le gouvernement. Mais de toute façon, on a appris récemment que les autorités maliennes ont demandé à l'Union européenne de faire un démenti. Pensez-vous que l'UE va réagir? Moi je pense que l'UE ne va pas réagir parce que c'est ce que j'ai dit. Et nous savons tous lire entre les lignes. Le document est clair et net. C'est-à-dire que le Mali, parce que le langage diplomatique est dit de telle sorte que souvent, il faut être au moins c'est-à-dire avoir un certain niveau pour pouvoir déchiffrer. Mais ce qui est écrit dans le document, c'est très clair. Le Mali est prêt à recevoir nos compatriotes qui seront au moins, parce que quand vous inscrivez dans une logique en échange, c'est-à-dire que de cette masse de migrants qui va en Europe, maintenant à travers des politiques de développement, etc., ça veut dire que vous êtes déjà d'accord avec le principe, si jamais, c'est-à-dire qu'on expulse un Malien, de le recevoir. Maintenant, ce que moi je dis, c'est que l'Union européenne, pendant toutes ces années, n'avait pas de document officiel. La position, à part, c'est-à-dire les forums, les positions globales, mais n'avait pas de position individuelle par rapport au Mali. C'est-à-dire que sur la gestion de la migration. Je crois qu'à travers ce communiqué qu'on appelle communiqué final, qu'on appelle communiqué conjoint, qu'on appelle accord ou encore accord de principe, l'Union européenne n'est pas prête à lâcher. Quoi qu'on dise, l'Union européenne, c'est un moyen de pression pour eux. Ils sont parvenus à arracher un bout et ils ne vont pas le lâcher. Ça, c'est quoi qu'on puisse le dire, quelle qu'en soit l'interprétation qu'on va donner. Maintenant, ils vont se servir de ce document. Sinon, sans ce document, l'Union européenne, c'était zéro au Mali, par rapport à la position du Mali sur la gestion de la migration. Mais l'Union européenne ne va-t-elle pas être sensible à tout ce que ce problème soulève comme au Mali? Ce n'est pas leur problème, c'est au Mali, ce n'est pas en Europe. Il faut que ce soit très clair. Parce que ce que les gens oublient, il faut qu'on arrête. Les gens ne vont pas continuer à penser à nous. Il est temps que nous pensions à nous-mêmes. Voilà. Maintenant, si vous avez, c'est-à-dire que vous avez été élu avec toute la légitimité. Maintenant, vous avez fait les mêmes écoles avec ces gens-là. Mais moi, je ne vais pas comprendre comment est-ce qu'ils peuvent vous induire dans des situations dont vous n'avez pas accepté. Ça veut dire qu'ils savent déjà même les conséquences qui vont en découler. Bon, moi, l'Union européenne, c'est un document pour lui, il va le brandir comme un trophée de guerre et il ne va pas lâcher. Il ne va pas se démentir. Studio Tamani, la suite de cette émission dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Accord signé entre l'Union européenne et Bamako, un accord de principe. En tout cas, les Maliens s'interrogent sur ce document qui est issu donc de la visite entreprise récemment par le ministre néerlandais des Affaires étrangères au Mali. Maintenant, nous allons nous tourner du côté de vous, Boubacar Yalkoué, vous qui êtes donc du pays. Au rythme où les choses vont, est-ce que cette question ne devient pas un peu un casse-tête pour les autorités maliennes? Oui, moi je pense qu'elles l'ont bien cherché. Parce que du moment où elles n'ont pas tenu compte vraiment des effets qui pourront quand même en résulter, des effets qui pourront se manifester après avoir fait un communiqué ou bien après avoir échangé avec le représentant de l'Union européenne ici par rapport à l'immigration, et faire encore un communiqué conjoint officielle par rapport à cette situation, elle devait quand même s'attendre à une telle réaction de la part quand même des citoyens maliens. Comme je l'ai si bien dit, la question elle est trop sensible. Elle est trop sensible et tout le monde connaît, tout le monde sait vraiment le rendement de nos parents qui sont à l'étranger, qui contribuent économiquement vraiment, qui contribue économiquement, comment on appelle ça, à la stabilité financière ou bien quand même à la prise en charge des dépenses dans pas mal de familles au Mali ici. Donc, moi, je me dis que les autorités maliennes, elles ne sont pas à leur premier échec ou bien comment on appelle ça. Et raison pour laquelle nous voyons qu'un peu, on se dit vraiment que tout ce que les gens ont eu à dire par rapport à nos autorités, c'est ça. Nous sommes considérés comme un maillon faible. Ils sont venus nous imposer un accord, entre guillemets, bidon, vraiment qui nous met dans toutes les situations difficiles. On a du mal à se donner un cap. Et après encore, ils se disent, bon voilà, ce pays-là, pourquoi venir au Mali? Pourquoi ils ont choisi le Mali? Qu'on se pose la question. Et ils se disent aujourd'hui, bon voilà, venons encore par rapport à l'immigration, on peut commencer par le Mali, puisque c'est un maillon faible, c'est tout. Parce que nos autorités vraiment ne lisent pas entre les lignes. Et c'est ce qui a fait que vraiment, moi je me dis aujourd'hui qu'ils l'ont cherché. Ils l'ont cherché, ils l'ont eu et ils trouveront le peuple sur leur chemin par rapport à ça. Avant de donner la parole à Paul Ben qui est à Gao, Boubacar Painta qui veut réagir, mais très rapidement. Bon, moi je voulais juste apporter une précision. Selon les statistiques, l'apport des Maliens, c'est-à-dire de la diaspora malienne, double l'aide publique au développement de l'Union européenne. Donc ça c'est extrêmement important. Je crois qu'on ne peut pas gérer cette situation comme ça et en catimini. Voilà. À Paul Ben, c'est un dossier qui commence donc à inquiéter. Il faut trouver une issue. Laquelle selon vous? Oui, moi je crois que, vous savez, je l'ai dit, hein, je le répète et je le soutiens, il faut chercher des solutions nationales à ce problème d'immigration, clandestine ou légale. C'est-à-dire, tant que nos autorités ne trouvent pas la solution à la racine, c'est-à-dire créer des emplois pour les jeunes qui veulent aller, parce qu'ils ne vont pas pour se balader, ils ne vont pas en vacances, hein. Ils vont chercher le mieux-être, ils vont gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de leur famille. Et tant que les autorités maliennes ne mettent pas en place, on a un ministère de l'emploi et de la formation professionnelle. Les pays qui sont les pays d'accueil de nos compatriotes, ce sont des pays dont l'économie est basée sur le secteur privé. Et le secteur privé, c'est lui qui apporte le plus et c'est lui qui contribue à l'enrichissement de nos compatriotes qui y vont. Donc il faut que nous faisions la même chose ici au Mali afin que nos gens restent. Nous avons tellement de potentialités, nous avons tellement de richesses, mais elles sont inexploitées parce que tout le monde est focalisé sur le pouvoir exécutif. Le budget national, il est partagé entre la présidence de la République, l'Assemblée nationale et les ministères se partagent les petites boutiques qui restent. Et le peuple, la main-d'œuvre locale, elle vient, donc elle va aller ailleurs, elle va chercher ailleurs. Ce document qui est signé, moi je veux vous dire, c'est un chou. Ça ne va apporter à rien. Peut-être ça va amener à un soulèvement, les autorités vont faire marche arrière comme elles ont l'habitude de le faire. Mais franchement, ce document, les Européens, ils viennent ici pour... c'est eux qui sont à la base de tout ça. Quand ils nous imposent des restructurations, des changements dans certains domaines, et on ne peut pas être productif. Et si l'Union européenne veut nous aider, qu'il nous aide à transformer le coton, à transformer l'or, à amener de la matière première dans nos... amener du produit ajouté dans nos matières premières, afin que ces main-d'œuvre qui vont chez eux, qu'elles restent ici pour travailler
Sinon, l'immigration clandestine, moi je vous le dis, rien ne l'arrêtera. Que ce soit au Mali, que ce soit ailleurs en Afrique. C'est ma position. Alors, nous allons vous retrouver dans un instant. Avocat Paintao, puisque nous parlons quand même de ces dossiers relatifs donc, à l'immigration, nous saurons nous empêcher quand même d'évoquer cette expulsion. Quelques Kassans maliens, et parmi plus de 1500 qui ont donc été retenus, arrêtés d'abord en Algérie, donc des Maliens encore par centaines expulsés dans des conditions inhumaines. Est-ce que cela était prévisible entre l'Algérie et Bamako? Bon, moi, personnellement, ça ne me surprend pas, parce que dans les relations État-État, c'est l'intérêt. C'est-à-dire qu'on a tout le temps dit, et c'est nous qui avons la difficulté de comprendre cela, que les États n'ont pas d'amis, mais les États ont des intérêts. Par rapport à l'expulsion de plus de 400 Maliens, je crois que nous, nos documents, c'est en fait, quand tu fais une analyse de fond de tous ceux-là qui ont été envoyés et qui ont été expulsés, tu vas voir qu'il y a beaucoup d'étrangers, d'autres nationalités là-dedans. Mais c'est ça que moi je déplore. Donc ils ne sont pas des Maliens, mais qui disposent des documents. Oui, parce que c'est ça également le problème au Mali. C'est que nous, nos documents, facilement, quelqu'un vient du Nigeria, du Ghana, excusez-moi de citer ces pays-là, facilement, il se procure nos documents, et il a le passeport malien, il est malien. Et maintenant, pour la plupart, ils ne savent même pas, à part Bamako, ils ne savent même pas où se trouve Ségou. Quelle est la distance entre Bamako et Ségou? Donc, ils ne comprennent pas Bamara, qui est parlé c'est-à-dire au moins par plus de 80% des Maliens. C'est ça que moi je trouve déplorable. Mais sinon, la situation en tant que telle, parce que quand on fait une analyse de fond, on va se rendre compte que les causes, c'est juste entre... Selon moi, mes sources ont dit qu'il y a eu des problèmes entre des Camerounais et des Algériens. Maintenant, les Algériens n'ont pas cherché à comprendre. Maintenant, tous les Noirs, c'est-à-dire qu'ils ont été embarqués. Maintenant, nous avons la difficulté à comprendre cela, que les États n'ont pas d'amis, les États ont des intérêts. À un moment donné, si l'Algérie se sent menacée par c'est-à-dire le nombre important de Noirs, maintenant il va de soi qu'il les évacue de chez lui. Donc c'est ça ma position. Mais Boakari Yalkoué, les autorités maliennes ont certes réagi quand même à cette expulsion en masse. Comment est-ce que vous appréciez leur réaction? Oui, leur réaction, elle est quand même venue un peu en retard, puisqu'on sait qu'il y a eu des pressions par-ci par-là. Surtout, par exemple, via quand même une conférence de presse animée par les responsables du Conseil supérieur de la diaspora malienne, qui ont vraiment eu à taper du poing sur la table pour que vraiment les autorités maliennes se prononcent par rapport à la situation. Et moi, je vois vraiment ce sujet une situation déplorable du moment où ça vient de l'Algérie. L'Algérie, c'est quand même un pays ami quand on essaie de voir historiquement toutes les relations qui existent entre ces deux pays. Et également aussi voir également la position de l'Algérie par rapport à la résolution des crises maliennes. Et a commencé depuis, comment on appelle ça, le début de la rébellion. À chaque fois qu'il y a eu question d'accord, l'Algérie a été à l'épicentre de la résolution de la crise du Mali. Et aujourd'hui, elle sait très bien qu'on est dans une situation difficile, qu'on est dans une situation fragile, et elle a quand même sciemment, moi à mon avis, elle a sciemment posé cet acte. Parce que si réellement l'Algérie elle est avec nous, elle devait savoir vraiment que, comment on appelle ça, l'expulsion des Maliens qui sont sur place, même s'ils ne sont pas des Maliens seulement, ça allait être quand même une cause aussi de soulèvement, ou bien une cause de manifestation de mécontentement vis-à-vis des autorités qui sont décriées à 90%. C'est aux autorités de trouver des solutions à ça, c'est pas l'Algérie. Non, mais écoute-moi bien. Non, je viens, voilà. J'ai pas encore fini, je viens. Au fait, c'est la responsabilité de l'Algérie que je dégage d'abord, mais je ne vais pas aussi rater les autorités maliennes. Et par rapport à ça, moi je me dis aussi également qu'aujourd'hui où nous sommes, l'Algérie devait tenir compte de tous ces paramètres. Si réellement elle est avec l'État malien, si elle est avec les autorités maliennes, comme ils ont eu, les responsables de l'Algérie ont eu à le dire à chaque fois que l'occasion se présentait au Mali ici, ou bien en Algérie, ils ne devaient vraiment pas créer une telle situation, une telle polémique aujourd'hui par rapport, comme on appelle, à travers l'expulsion quand même des Maliens ou bien d'autres Africains sur leur sol, que nous pouvons d'ailleurs considérer comme vraiment la chasse aux hommes noirs, puisque nous savons que c'est un pays qui n'aime pas vraiment les Noirs. Et par-delà également, les autorités maliennes,
Il est temps vraiment que, compte tenu de la diplomatie aujourd'hui, on ne peut pas toujours se laisser vraiment ridiculiser par le reste du monde. Ce n'est pas du tout possible. Nous sommes une grande nation. Il est temps que les autorités prennent leurs responsabilités et savoir également qu'en matière de diplomatie et également en matière de relations entre le Mali et l'Algérie, quand l'Algérie pose quand même des actes qui, entre guillemets, qui ne sont pas du tout bien, à nos autorités maliennes également de dire, bon voilà, ça ce n'est pas quand même bon par rapport à compte tenu de nos relations et taper du poing sur la table. Moi, je pense que les autorités devaient réagir de la sorte. Mais elles ne l'ont pas fait. Et donc, c'est vraiment dommage. Paul Benno, je rappelle que vous êtes à Gao. Comment est-ce que là-bas, sur place, on a réagi à cette expulsion, l'expulsion de centaines de Maliens d'Alger? Oui, je voudrais dire à mes deux confrères sur le plateau que, bon, quand on est sur le terrain entre Gao et Agadez, on voit plus de choses qu'à Bamako. Ça, c'est le gros lot qui est venu. Bon, tout le monde l'a vu. Sinon, à Gao, ici, il y a la maison des migrants. Actuellement, il y a 18 personnes, 18 Maliens qui ont été refoulés d'Algérie. Ils ne sont pas passés par Bamako. Ils sont là actuellement. Ils n'ont même pas de moyens pour retourner à Bamako. Il y a certains qui sont de Caille, de Sikasso, et puis il y a d'autres de Koulikoro. L'année dernière, en novembre, j'étais à Agadez, au centre de l'Organisation internationale des migrations. Et c'est le même cas. Donc, moi, je crois que, comme je l'ai dit, il faut que le Mali prenne ses responsabilités. Il ne faut pas que chaque fois qu'on mette dans un cargo ou bien quand on refoule des gens par bus, ils viennent faire un peu le cinéma en recevant les gens, en faisant un peu de la pub politicienne. Il faut qu'on cherche des solutions, qu'on ne laisse pas nos gens partir. Ça c'est deuxièmement. Quand mon petit frère Yalkou dit que, compte tenu d'une relation avec l'Algérie, bon, ça me fait un peu sourire parce que je connais l'Algérie, c'est pas la première fois qu'elle refoule les Maliens. La Libye l'a fait. Les Maliens sont expulsés un peu partout, hein, le Congo, la Guinée équatoriale. Mais il ne faut pas, c'est-à-dire la responsabilité n'incombe pas à ces pays qui refoulent. Ils ont leur politique. C'est des États souverains. Il faut que le Mali lui-même essaye de chercher la solution. Si nous avons un haut conseil des Maliens de l'extérieur, le ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, mais qu'est-ce que ce ministère fait? Demandez un peu au ministère s'ils ont une politique de la migration. Moi, on m'a dit, un conseiller technique du ministère m'a dit qu'une fois que le Malien est sorti du territoire malien, lui, il n'a plus affaire à ce Malien. C'est très grave. Alors. Et maintenant, quand on me parle, par exemple, des autorités qui sont parties accueillir à cause des pressions, moi je crois qu'ils doivent se mettre la pression pour essayer de chercher la solution ici, avant que les gens ne partent. C'est un peu ça. Voilà. Je crois que cela est bien compris. À présent, nous allons nous intéresser à un autre sujet, c'est les mécanismes opérationnels conjoints MOC. Il semble connaître quand même une certaine lenteur à Gao. Sur place, des éléments des forces armées maliennes et de la plateforme sont réunis depuis plus d'une semaine, mais la CMA est quand même absente. Pourtant, on dit que les hommes, les membres de la CMA ont reçu des équipements et du matériel. Alors, c'est quoi le problème, Boubacar Painta? Bon, le problème il est connu. C'est que par rapport à la résolution de la crise, d'abord, ça c'est de mon point de vue, les groupes armés, c'est-à-dire que la CEMA et bon, le gouvernement et la plateforme, je crois que ne font pas la même lecture. Ne font pas la même lecture parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans cette coordination, c'est-à-dire que la CEMA, il y a beaucoup de leaders qui sont, excusez-moi du terme, qui sont extrémistes par rapport à la... ils ont des positions trop tranchées. Donc maintenant, pour concilier ces différents points de vue, ça va être extrêmement compliqué. Parce que, surtout avec le système de zonage, Kidal c'est pour nous, personne n'y a. Tessalit c'est pour nous, Menaka c'est pour nous. Et bon, mais maintenant, il faut qu'on sorte de cela. Et ben maintenant, moi je pense que, quoi qu'on puisse le dire, moi je n'ai pas beaucoup d'espoir par rapport à cette histoire de MOC parce que ils ont reçu les équipements, bien c'est bien, mais moi je ne suis pas sûr qu'ils font la même lecture de cet instrument. C'est ça, moi, l'analyse que j'ai faite de la situation. Est-ce que
ces trois groupes, c'est-à-dire que l'État, la plateforme et la CEMA, font la même lecture de cet instrument. Je ne pense pas si c'est le cas. Nous reviendrons sur cette question dans un instant. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Les Moko qui connaissent donc quelques difficultés à Gao. Nous avons entendu le point de vue de Boubacar Paintao de l'Indépendant. À présent, nous allons demander l'avis de vous, Boubacar Yalkoué, vous qui êtes du pays. Oui, par rapport à ce sujet quand même du MOC, moi je pense qu'aujourd'hui il y a un double langage de la part d'ailleurs du premier responsable de cette opération, qui d'ailleurs, si je ne me trompe pas, j'ai lu sur votre page, la page de Studio Tamani, là où en réalité on lui a posé la question, et il se pose la question là où se trouve le blocage. Puisque la CMA n'est pas présente, la plateforme et les autorités, comment on appelle les forces armées maliennes sont là, mais la CMA n'est pas là. Or que tout avait été défini. Ils sont tombés d'accord sur les principes et c'est en fonction de cela que les choses devaient démarrer. Mais la CMA n'est pas venue. Et nous avons vu que du côté de la CMA, ils ont eu à donner des explications pour dire que non, bon voilà, comment on appelle, les membres de la CMA sont un peu loin de la ville. Ils doivent venir de différentes localités. Il faut quand même les regrouper et maintenant chercher à les acheminer vers quand même, comment on appelle ça, la ville concernée, surtout quitter Kidal pour Gao, que c'est un peu difficile. Et bon, moi je me dis que jusqu'à présent, la CMA n'est pas claire par rapport à sa position. Elle n'est pas claire et on doit se poser la question, qu'est-ce qu'elle veut finalement? Puisque pratiquement tout ce qu'elle a demandé, et je pense qu'elle a quand même eu gain de cause au moins à 80 ou 90%. Mais elle continue toujours à nous, comment on appelle ça, à nous mettre dans cette situation inconfortable et qui fait que franchement, on ne sait même pas quand est-ce que nous verrons quand même le bout du tunnel par rapport à la résolution de la crise. Alors, Paul Ben, vous êtes plus proche du dossier puisque vous êtes à Gao. Dites-nous, est-ce qu'on doit s'attendre à ce que les forces armées maliennes, la plateforme et les CMA commencent ensemble les patrouilles mixtes? Bon, les patrouilles mixtes ont commencé, hein. Les patrouilles mixtes ont commencé. Mais avec la CMA. À Gao, nous parlons bien sûr de Gao. J'en viens. Oui, j'en viens. Le cas de la CMA, j'en viens. Les patrouilles mixtes ont commencé. En ville à Gao, où on se trouve, le MOC est visible un peu partout, et même au-delà. Maintenant, en fin septembre, vous aviez le débat que vous aviez organisé, on en avait parlé. On avait dit qu'il y avait des combattants, la liste des combattants qui était fournie par toutes les parties. Et j'avais dit en son temps que le maillon faible de tout ce processus, c'était la CMA. Aujourd'hui, l'histoire me donne raison. La CMA est cantonnée dans son fief à Kidal. On nous dit qu'il y a des difficultés pour acheminer les combattants. Moi, je connais le tronçon Gao-Kidal, ça fait à peu près 300 km. On n'est pas en saison des pluies. On peut très facilement acheminer 200 combattants. Le problème de la CMA, c'est quoi? Actuellement, la CMA a des luttes internes entre elles. Après la séparation et la création du MSA, la CMA a été stabilisée par les terroristes. Donc, ils sont en minorité actuellement. Ils ne s'entendent pas au sein d'eux-mêmes. Donc, la CMA ne pourra pas, pour l'instant, prendre part au MOC. Ça, c'est la réalité sur le terrain. Donc, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que la CMA prouve qu'elle peut le faire, moi je vais vous dire, on commencera, le processus a déjà commencé, les patrouilles ont commencé déjà avec la plateforme et les FAMA, plus les forces internationales. Mais la CMA restera toujours, elle sera aux abonnés absents tant que à l'interne même de la CMA, il y aura des problèmes. Ça, c'est un peu la réalité sur le terrain. Sinon, Kidal, c'est à 300 km, c'est pas Tombouctou. Il y a une base qui est à Ber, ça c'est vrai, mais ceux qui sont à Kidal peuvent venir aisément. Mais le problème, c'est qu'entre eux-mêmes, il n'y a pas de l'entente. Et comme l'un de mes confrères le disait tout de suite, ils ont une autre lecture de la chose que les gens de la plateforme et du gouvernement du Mali. C'est un peu ce qui bloque sinon le MOC, quoi qu'on dise, le MOC aujourd'hui, il est opérationnel. Les véhicules sont là, vous voyez en ville, si même tout de suite, il y a des éléments du MOC qui sont passés, ils ont leur brassard, c'est bien écrit MOC, ils sont visibles un peu partout.
Donc le processus est lancé, mais la FIEMA reste dans les starting blocks. C'est un peu ce qui se passe actuellement sur le terrain. Alors, nous allons à présent aborder le dernier sujet de cette émission. L'ex-premier ministre Moussa Mara et l'ancien chef d'état-major de l'armée, le général Maman Touré, doivent être poursuivis. C'est ce qui recommande en tout cas la commission d'enquête parlementaire dans ses premières conclusions. C'était hier jeudi. Les élus de la nation planchaient donc sur la visite de M. Mara. C'était en mai en 2014 à Kidal. Ces premières conclusions, disons, vous ont-elles surpris Boubacar Paintao? Moi, ça me fait rire. Parce que quand un Premier ministre qui a été nommé par le président de la République, qui a effectué une visite sur une partie du territoire, et avec, je crois, 7 à 6 ministres de la République du Mali, et à son retour qui a été reçu de façon triomphale, et maintenant qui a même reçu au moins une lettre de félicitations du président de la République. Maintenant, le moment où les choses ont tourné mal, maintenant il faut chercher un bouc émissaire. Voici un peu ma lecture. Parce que enquête parlementaire contre le président, le Premier ministre Moussa Mara, moi je pense que le Premier ministre Moussa Mara est en mission du président de la République. Si le Premier ministre l'ancien Premier ministre Moussa Mara est inquiété par cette affaire-là, je crois que même le président de la République doit être inquiété. Parce qu'il était en mission du président de la République. C'est pas parce que les choses n'ont pas marché qu'il faut chercher un bouc émissaire. Moi, je trouve le rapport... ça me fait rire parce que vraiment, moi, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il faut chercher quelqu'un seulement pour que la personne porte les chapeaux. Mais pourquoi le Premier ministre et le chef d'état-major général des armées? Je ne vois pas. Mais quelle preuve? C'est ça, un peu moi j'ai des difficultés à comprendre. C'est-à-dire qu'il faut que dans ce pays-là, qu'on cherche, et maintenant, qu'on ait le courage de prendre nos responsabilités. En tant que président de la République, le Premier ministre, qui est nommé par tes soins, est parti en visite sur une partie du territoire malien, avec des ministres de la République. Il a été reçu triomphalement, mais si les choses ne marchent pas, je crois qu'il faut s'assumer. Voilà. Boubacar Yalkoué, comment commenteriez-vous les premières conclusions de cette commission d'enquête parlementaire? Oui, ces premières conclusions, moi je pense que par rapport à l'affaire Kidal, la visite ratée du Premier ministre à Kidal, il faut quand même que les Maliens sachent quand même la vérité par rapport à la situation. Je suis d'accord avec le principe. Mais l'approche que nous voyons qui vient quand même de se dérouler, adoptée plutôt à l'Assemblée nationale, je trouve qu'elle n'est pas du tout objective, elle n'est pas du tout rationnelle. Mais pourquoi? Et du moment où déjà on épingle le Premier ministre et le chef d'état-major général à l'époque, comment on appelle, de la visite ratée à Kidal, et moi je pense qu'on devait aller au-delà. Ils ne sont pas les seuls responsables, comme Paintao l'a si bien dit. Aller au-delà, ça veut dire? Aller au-delà, je pense que s'il y a lui quand même d'épingler aujourd'hui, pratiquement même le président de la République doit répondre. Doit répondre, puisque le monsieur, il est parti, le premier ministre est parti sur instruction, Moussa Mara l'a si bien dit. Quand à un moment donné, on l'a trop agacé avec la situation, il a été très clair. Que ce soit comment on appelle ça, au niveau dans les médias nationaux ou internationaux, il a dit bon, il est parti sur l'instruction du président de la République. Et d'ailleurs, nous avons vu quand il a été là-bas à son retour, mais il a été, comment on appelle ça, on l'a accompagné jusqu'à Sébenikoro, tout le monde le sait. Et le président de la République est sorti à la télé pour le défendre face à l'opposition à l'époque qui était vraiment contre cette visite-là. Depuis le départ, l'opposition l'a dit, et à son retour également, l'opposition a demandé, a déposé une motion de censure. Mais le président l'a soutenu, le fils également du président de la République l'a soutenu, tout le monde le sait. Et la population malienne aussi, dans son écrasante, comment on appelle ça, dans sa majorité, était avec lui. Nous avons vu, les vidéos sont là, les images sont là. Et aujourd'hui, pourquoi chercher un bouc émissaire et chercher à l'abattre? Et moi, je me dis aujourd'hui que ce que, comment on appelle, le politique Moussa Mara a si bien dit récemment dans une interview d'ailleurs qu'il a accordée à Studio Tamani,
il est clair, ce n'est qu'un acte purement politique. C'est tout. En tout cas, il s'est dit serein. Nous partons du côté de Paul Ben, qui est donc à Gao. Paul Ben, ses premières conclusions de la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée, comment est-ce que vous la voyez? Vous les voyez, disons? Moi, je crois que c'est la cour de récréation qui continue. Hein. On continue à taper sur les doigts de Toto, parce que le professeur n'est pas content. Moi, avant que Moussa Mara n'aille à Kidal, il n'a pas quitté 2 heures, 3 heures de temps à Bamako pour aller à Kidal. Hein. Ça a fait des jours. La commission parlementaire qui s'est réunie et qui a sorti ce papier ou bien qui a sorti ses conclusions, elle devait dire à Moussa Mara de ne pas y aller avant qu'on en vienne à aujourd'hui. Moi, je crois que, franchement, c'est comme Payantao l'a dit, ça fait rire, ça fait sourire. Ah, le président de la République, c'est lui qui a donné le petit à Moussa Mara d'aller à Kidal. Et avec lui, l'Assemblée nationale était présente. Il y avait les autres ministres qui étaient là. Moi, je crois qu'au départ, on pouvait lui dire que, bon, écoutez, la situation est telle. Et les forces étrangères qui étaient sur place, les gens qui étaient sur place, il y avait un gouverneur sur place qui a tout fait, qui a tout dit pour dissuader Moussa Mara d'aller. Mais il avait une main derrière qui l'appuyait pour lui dire il faut aller. Et ça, c'est le président de la République. Je ne vois pas quelqu'un d'autre qui puisse obliger un premier ministre à aller à Kidal. Moussa Mara n'a pas sa belle famille là-bas. Il n'a pas sa femme ou ses enfants qui étaient à Kidal. Il est parti pour une mission officielle. La mission officielle, mais c'est le petit du président de la République. Franchement, qu'on cesse de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Nous ne sommes pas, les Maliens, ils ne sont pas tous stupins. On connaît ce qui se passe. Bon, s'ils ont des règlements politiques à gérer, ben, qu'ils les règlent, mais qu'ils ne viennent pas nous servir sur un plateau national de telles inepties. C'est des histoires à dormir debout. Moi, je crois que ça, franchement, c'est de la rigolade. Alors que l'Assemblée se pose la question elle-même, où est-ce qu'elle était quand Moussa Mara prenait la route, il faisait Tombouctou-Gao, et puis Gao-Kidal. Où est-ce qu'elle était? Vous venez nous associer des rigolos qui se transforment en commission parlementaire pour régler ça et ça. Bouakar Payintao, voilà. C'est n'importe quoi. Bouakar Payintao, je rappelle qu'on n'en est qu'aux premières quand même conclusions. Comment est-ce que vous voyez la suite des événements en 1 minute? La suite des événements, c'est pour dire peut-être dans les jours à venir qu'il est coupable. Maintenant, bon, il peut s'attendre à des poursuites judiciaires. Tous les moyens sont bons pour l'abattre. Politiquement, c'est ça. C'est la seule lecture. Tous les moyens sont bons pour l'abattre parce qu'il a déjà affiché ses intentions pour 2018. Il dit qu'il sera candidat malgré que... Voilà. Réellement des poursuites. Mais c'est l'État, c'est ça. C'est un peu... Bon, sinon, moi, je ne comprends pas si cette commission elle est rationnelle. Elle est rationnelle et bon, maintenant, est concret. Bon, on ne peut pas sortir un tel rapport, même si c'est le premier rapport. Voilà. Bouakar Yalkoué. Oui, moi je pense qu'il y a quand même une main cachée derrière tout ça. Il y a une main cachée, comme Payintao l'a si bien dit, compte tenu des ambitions quand même, des ambitions du jeune Moussa Mara aujourd'hui, de se présenter aux élections présidentielles à venir. Mais je me dis également qu'ils n'ont quand même pas intérêt. Puisqu'il y a beaucoup de zones d'ombre par rapport à cette situation, par rapport à ces événements de Kidal. Et si aujourd'hui, il voit que Moussa Mara, à chaque fois qu'on l'a approché, il a tout le temps eu à dire qu'il est serein par rapport à la situation. Et il dit qu'il est prêt à se mettre à la disposition de la justice malienne afin que la vérité soit sue par rapport à cette situation quand même de Kidal. Et moi, je sais que si Moussa Mara, il s'hasarde à le faire, à l'amener à la barre par rapport à cette situation, mon cher, je vous dis qu'il y a beaucoup qui risqueront vraiment de prendre la poudre d'escampette. Ils vont quitter le Mali. Le mot de la fin à vous, Paul Ben, juste 45 secondes. Oui, je voulais tout juste ajouter que c'est vrai que Moussa Mara a été naïf et il s'est beaucoup entêté. Mais franchement, le président de la République, son gouvernement, les élus nationaux, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, vraiment,
était complice de tout ce voyage catastrophique. Donc franchement, il ne faut pas tout juste poursuivre Moussa Mara ou le chef d'état-major général des armées en son temps. C'est un peu ma conclusion. Voilà, c'est donc tout pour le forum de la presse de ce vendredi. Je rappelle que nous avons reçu Paul Ben, journaliste indépendant, Boubacar Paintao de l'Indépendant, Cheikh Amadou Diouara, qui c'est vrai n'a pas répondu à l'appel, certainement pour des raisons indépendantes de sa volonté. Nous avions dans ce studio Boubacar Yalkouye qui est du pays. À la mise en onde, il y avait Petit Ngodjara, à la régie vidéo Gagné Kanté, réalisation Ibrahim H. Diallo. C'était pour la présentation à la présentation de moi-même, votre serviteur Seydou Fomba. Nous vous souhaitons donc un bon week-end. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.